On termine cette émission en poésie avec la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais. Je reçois aujourd'hui Arlette Chemorcel et Ève Casala. Bonjour. Bonjour. Donc toutes deux intervenantes pour la Maison de la Poésie et poètes. Donc présentez-vous en quelques mots. Ève Casala. Alors, je suis une intervenante effectivement et une porteuse de mots et notamment les mots des poètes puisque c'est ma fonction essentielle et il m'arrive d'écrire. Très bien. Et Arlette je Chemorcel. dois dire que Ève écrit très bien et de mieux en mieux. Voilà. Quant à moi, eh bien, il y a 25 ans que je soutiens cette maison et que je participe à toutes les activités de la Maison de la Poésie. Voilà. Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler des commémorations de la guerre 14-18 qui auront lieu l'année prochaine avec la Maison de la Poésie. Donc, quels sont les... Alors, la Maison de la Poésie s'est investie sur le champ de la commémoration depuis plusieurs années déjà, où nous avions été sollicités par certaines communes le jour du 11 novembre. Donc, nous avons déjà beaucoup travaillé sur le domaine. Et aujourd'hui, on a mis en place, d'ailleurs je pense qu'Hervé Leroy l'avait évoqué avec vous, tout un programme pour les 4 années à venir. Mmh. Et je me propose de commencer avec Guillaume Apollinaire, qui dit « Le métier de poète n'est pas inutile, ni fou, ni frivole. Les poètes sont les créateurs. Rien ne vient donc sur terre, n'apparaît aux yeux des hommes, s'il n'a d'abord été imaginé par un poète. Je sais que ceux qui se livrent au travail de la poésie font quelque chose d'essentiel, de primordial, de nécessaire. » Voilà ce que disait Apollinaire à l'époque de cette guerre de 14-18, alors qu'il écrivait à Lou, puisqu'il a énormément écrit à Lou, qui était Louise de Coligny-Châtillon, qu'il avait rencontrée dans le train. Voilà. Et il lui écrivait en lui disant, par exemple, je vais prendre un tout petit extrait de lettre, le 19 janvier 1915. Ma chérie, je tâcherai de partir vendredi à 8h pour arriver à Nice samedi matin à 6h. Si je ne suis pas arrivée le matin, sois à la gare à midi. Puis, en te renseignant sur l'heure juste, sois aux autres trains, si je ne suis pas arrivée à midi. Il lui a écrit énormément et il lui a également écrit énormément de poèmes, dont un qui est très très connu et dont je ne donnerai que les derniers vers. Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur, et sois la plus heureuse étant la plus jolie. Ô mon unique amour et ma grande folie. Très bien. Voilà, alors nous sommes donc dans des poèmes sur la commémoration. Mais je veux rassurer tout de suite les auditeurs, ce ne sera pas morbide. Hein. On va donner quelques extraits de ce que feront à la fois Ève et Hervé pendant ces commémorations. Je vais là, moi, vous lire parce que il y a Hervé aussi... Leroy, qui était venu nous voir il y a quelque temps. Oui, et moi je vais vous lire un texte d'un auteur de la région, de Jean Le Bohel, qui est aux Écrits du Nord, qui est le directeur des Écrits du Nord, éditions Henri. Qui est donc, oui, voilà, aux éditions Henri, et qui a retrouvé le carnet de son grand-père, le grand-père qui était donc à la guerre 14, et il a, à partir de ce carnet, des notes de son grand-père, il a écrit des poèmes. Alors voici un texte, je vais donner qu'un extrait, hein. D'abord parce qu'on ne va pas tout dévoiler, comme je vous l'ai dit avant l'émission, puis parce qu'on ne va pas non plus tout simplement lire des textes qui pourraient faire un peu froid dans le dos à certains. La terre. Tu es un homme de la terre. Tu en émiettais les mottes dans tes mains. Tu la foulais derrière tes chevaux, luisante et grasse, et féconde sous le soc.
comment as-tu pu, alors que tu avais été blessé une première fois, dans ta chair, déjà la brûlure du métal, et comme on n'est rien qui vaille, qui tienne, fondu la volonté avec le sang qui fuit, si loin la chaleur maternelle et l'ivresse des premiers pas d'enfant. La terre, tu es un homme de la terre, et jusque dans la tombe tu porteras ces fragments de pur métal qu'en toi elle a scellés. Et il a donc retrouvé ce carnet de son grand-père, et ce livre, tiré d'un livre qui s'appelle Un homme, est un livre très très beau, qui a donc d'ailleurs la première édition a été épuisée, je pense que la deuxième est en cours aussi d'épuisement. Voilà. Ouais, justement, ce que Scarlett vient d'évoquer avec Jean Le Bohel, je dois dire que la Maison de la Poésie est sollicitée de façon très particulière sur des événements, sur des manifestations, sur des animations, et ça nous oblige à sortir de nos amours innés. Je dirais que, comme tout un chacun, j'ai mes poètes références. Arlette Chaumercel, ce n'est plus un secret, en est un. C'est vrai qu'il est facile, avec les textes d'Arlette, elle a une telle palette d'écriture, de pouvoir dire, je dirais, sur toutes les thématiques qui touchent l'homme. Mais quand on est obligé de participer à un événement tel que la commémoration de la guerre 14-18, comme on a essayé de solliciter, là, comme je le disais, depuis quelques années, on redécouvre des auteurs qu'on connaissait et qu'on connaissait différemment. C'est pour ça que j'ai tenu à donner que les quelques éléments sur Guillaume Apollinaire. Et aussi, on découvre des auteurs totalement tombés dans l'oubli. Je pense par exemple à Armand Dehorne, qui est un poète du Nord, qui est un biologiste, qui était à la faculté de médecine et qui d'ailleurs était un poète un peu dans la confidence, parce que ça faisait un peu désordre dans le milieu scientifique. Et ce poète a été notamment remis à l'honneur par André Peragallo, qui est aussi un poète du Nord et qui aujourd'hui vit en Champagne. Et donc, on redécouvre ces poètes qui sont un peu tombés dans l'oubli, et même d'autres qui n'ont pas de nom et qui n'auront jamais de nom. Parce que il y a eu beaucoup d'écrits qui aujourd'hui sont anonymes et qui sont des témoignages humains et littéraires absolument exceptionnels. Alors, ouais, Arlette, je vais vous lire justement parmi ces auteurs. Je ne dis pas qu'il est tombé dans l'oubli, Péguy, mais Péguy, on a fait de Péguy, qui était un amoureux à la fois de tout ce qui était socialiste. C'était un socialiste, un des premiers, Charles Péguy, à ne pas avoir honte d'être socialiste et d'être en même temps profondément chrétien. Et on lui reprochait quelquefois sa foi. Oui. Et Péguy, bien, on n'en parle pas suffisamment. Et l'écriture de Péguy, comme vient de le dire Ève, moi je l'ai redécouverte parce que quand on travaille et qu'on nous a demandé un travail sur, par exemple, la commémoration, on est obligé de faire des recherches. Même si, à une époque, on a lu, mais c'est passé dans la mémoire, mais la mémoire, elle a aussi ses zones d'oubli. Et donc, moi, j'ai relu Péguy. Et je vais vous lire un extrait du Mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Et cette écriture de Péguy, je suis ravie de l'avoir retrouvée. Nous aurons beau faire, ils seront toujours plus vite que nous, ils en feront toujours plus que nous, davantage que nous. Il ne faut qu'un briquet pour brûler une ferme. Il a fallu des années pour la bâtir. Ce n'est pas difficile, ça n'est pas malin. Il faut des mois et des mois. Il a fallu du travail et du travail pour pousser une moisson. Et il ne faut qu'un briquet pour flamber une moisson. Il faut des années et des années pour faire pousser un homme. Il a fallu du pain et du pain pour le nourrir, et du travail et du travail, et des travaux de toutes sortes. Et il suffit d'un coup pour tuer un homme. Un coup de sabre, et ça y est. Pour faire un bon chrétien, il faut que la charrue ait travaillé 20 ans. Pour défaire un chrétien, il faut que le sabre travaille 1 minute. C'est toujours comme ça. C'est dans le genre de la charrue de travailler 20 ans. C'est dans le genre du sabre de travailler 1 minute et d'en faire plus. Nous sommes le parti de ceux qui construisent. Ils sont le parti de ceux qui démolissent.
Voilà, c'est Charles Péguy dans Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Et moi, j'invite à relire Péguy. Ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est que les textes que nous redécouvrons, et notamment le début du XXe, sont d'une quotidienneté assez exceptionnelle. Moi, j'ai souvenir d'avoir travaillé sur un poète extrêmement classique qu'on nous avait demandé de redécouvrir pour l'île 2004, qui est Léon Bocquet. Qui est aussi un poète de la région du Nord. Je dois dire que je suis assez émue quand je retrouve ce genre de texte, parce qu'on est dans une écriture très classique. Donc moi qui dis énormément de poèmes, quand on m'a demandé de dire du Léon Bocquet, je me suis dit comment je vais faire pour échapper à cette musique naturelle du sonnet. Et finalement, après avoir lu, relu, il se trouve que la musique d'aujourd'hui permet de réécouter, de relire, de retrouver les textes qui ont maintenant à peu près un siècle et qui n'ont pas pris une ride finalement. Il suffit juste de leur donner la musique d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour faire le lien avec ce que disait Arlette tout à l'heure, moi j'avais dans les textes que j'ai redécouverts lorsque j'ai fait les animations lors de commémorations, j'ai retrouvé un texte qui a été écrit par une personne, un poilu qui s'appelait A.V., donc je ne peux pas dire qui l'était, et il a été retrouvé dans un carnet de poésie d'une grand-mère, au même titre que Jean Le Boël a retrouvé le carnet de son grand-père. Et je ne dirais que 3 vers, parce que le poème est très dur. Et c'est vrai qu'on peut comprendre, à travers les textes qui ont été écrits, toute la difficulté de vie pendant ces 4 années qui ont été quelque chose de très douloureux. Et c'est vrai que je ne donnerai pas tout le texte parce qu'il est extrêmement dur. Je dirais simplement un chemin creux, au fond, l'enclos du cimetière, au revers des talus, donnant dans la poussière, les vainqueurs effondrés sur les corps des vaincus. Et ce texte, il a été écrit dans le cimetière de Neuville-Saint-Va le 12 mai 1915. Neuville-Saint-Va, près d'Arras. Voilà, donc on est vraiment, quand on est dans le travail de mémoire sur 14-18, on est vraiment dans l'histoire du terreau, du terroir, de la vie qu'on a eue, et cette radio qui est ancrée sur le bassin minier, à toute cette réalité, je dirais, collée sous les semelles. C'est assez impressionnant. Et à ça, Aragon a répondu, sans le savoir sans doute, mais je pense que c'est une forme de réponse. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Donc voilà, et c'est vrai que le poète est un témoin privilégié. Le nombre de poètes qui ont laissé leur vie dans les conflits, qui le laissent encore aujourd'hui. Si on pense à Victor Jara lors du conflit chilien, voilà, je donne cet exemple parce qu'il me vient d'esprit. Le poète est un témoin par une écriture extrêmement précise, souvent douloureuse de ces moments-là, mais absolument nécessaire, comme le disait Apollinaire dans la première phrase que je vous ai donnée.